Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver, fidèles, habitués à cette réflexion mensuelle conduite à l'initiative des Colonnes avec des experts invités qui viennent challenger un peu la réflexion que nous vous proposons sur l'actualité, les événements, les initiatives, les démarches des acteurs dans le champ, dans notre champ assez vaste du développement durable concernant essentiellement les acteurs entreprises. Donc, je salue et je les remercie en même temps sincèrement nos deux experts de ce mois pour leur participation. Donc, Virginie Chasset qui dirige le développement durable du groupe Eramet, groupe minier français d'origine, et qui pourra donc, dans le contexte international, nous faire part aujourd'hui des démarches autour de cette question extrêmement cruciale de l'exploitation et du redéveloppement de l'activité minière. Et nous aurons en complément un acteur qui est vraiment au cœur de la notation et de l'évaluation, qui est Ecovadis, que vous connaissez bien. Sylvain Guyoton, qui dirige les études d'Ecovadis depuis l'origine, a une vision très, très, très fine de tout ce qui se trame, tout ce qui se discute et se met en place dans le monde en termes d'évaluation. Et donc, on abordera avec lui quelques questions qui sont posées par l'évolution de ces techniques, de ces questions d'évaluation. Donc, je les en remercie à nouveau et je vous propose de commencer tout de suite notre analyse en essayant de vous donner un peu, comme c'est l'objet, la perception un peu de ce qui s'est passé et de la façon dont se structure en ce moment le débat sur nos rapports entre entreprises et développement durable. Alors, notamment, je voudrais attirer votre attention un peu sur, en partant du haut, hein, en partant des phénomènes plus macro, avant d'aller à la fin, vers les questions plutôt d'entreprise et plus micro. Donc, je voudrais insister sur euh, le débat aujourd'hui qui anime un peu la communauté scientifique sur cette notion qu'on a toujours eue en point d'interrogation dans les études du GIEC, qui est le phénomène d'emballement du réchauffement. Il est très conséquent, évidemment, et il y a toute une littérature qui est sortie récemment sur, on comprend pas bien une certaine inflexion et en trop hein, dans les mesures climatiques, notamment année 2022, 2023. Et il est certain que là, on découvre de manière scientifique des phénomènes qui sont une moindre absorption par la biomasse, par les forêts, c'est un des grands sujets, par les océans aussi, la question des sols, qui viennent modifier aujourd'hui les calculs en la matière. Donc ça, c'est assez important, d'autant que aujourd'hui, on a avec la question de avec la question des inondations à Dubaï et qui sont spectaculaires, et surtout en Oural, on a des extensions géographiques auxquelles on s'attendait pas, et donc tout ça secoue le cocotier très, 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 très fortement. Alors, pour les politiques et pour les grandes entreprises, je distinguerai l'un et l'autre. Parce que justement, il est intéressant de noter que les stratégies des entreprises ne coïncident pas toujours avec les stratégies des politiques en la matière. C'est que on a aujourd'hui un débat alors qui est très vif en Europe. Clairement, je crois que je reviendrai tout à l'heure sur les États-Unis, mais sur l'Europe, il est très 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 vif. Euh, c'est que on a considéré qu'on a mis peut-être été trop loin, et ça, le débat électoral européen l'accentue, l'amplifie, le déforme fortement, mais aller trop loin dans la préoccupation environnementale, disent certains au détriment de la préoccupation de compétitivité. Et ça, on l'a retrouvé ce mois-ci à travers de très importantes réactions des acteurs, mais il est significatif dans deux rapports fondamentaux qui marqueront probablement la prochaine mandature européenne, c'est-à-dire le rapport de l'État qui dit, de Enrico Letta qui dit le marché intérieur fait pas le job, et surtout de Mario Draghi qui dit on est en plein décrochage vis-à-vis technologique vis-à-vis des États-Unis
et la Chine. Et donc, dans ce domaine, il va falloir corriger ceci. Comment? Par des ruptures radicales, sous-entendu, va falloir qu'on gère les compromis entre le Green Deal, c'est-à-dire durabilité et compétitivité. Et je pense qu'on tient là, à travers la montée de ce débat, un axe qui va être assez fondamental pour les années qui viennent, amenant à des négociations, à des répartitions de règles, euh, à des orientations d'investissement qui vont être très différentes de ce qu'on a fait et qu'on voit déjà se dessiner, je vais y revenir, dans les dernières mesures françaises de ces derniers mois. Alors, dans le paysage politique général, on a des clivages qui sont de plus en plus nets sur la question durable, une inflexion assez forte de la politique française aujourd'hui et des acteurs qui ont pris des positions intéressantes sur lesquelles donc nous allons revenir. Alors Pardon, pardon Patrick, est-ce que tu pourrais remettre en plein écran, s'il te oui, plaît? Ce mais sera plus confortable. voilà, c'est parce que j'avais des problématiques de fichiers. Alors, Merci. euh, j'insiste auprès de vous sur les travaux aujourd'hui du secrétariat général de la planification qui est devenu étonnamment, et ça c'est les problèmes de gouvernance française, il faudra un jour qu'on ait une grammaire, tout citoyen a besoin d'une grammaire de suivi, c'est lui qui a pris la main hein, versus le ministère, qui a déjà un commissariat au développement durable, enfin, on manque pas de structure de pilotage dans ce pays. Et donc, le secrétariat général a répondu un peu au débat qui faisait suite à la publication. Alors, c'est le CITEPA, qui est l'organisme technique qui fait les mesures maintenant régulières et transparentes sur l'évolution des émissions en France, mais qui insiste sur la façon dont ça s'est passé. Et c'est intéressant de noter dans ce commentaire que les secteurs industriels, métallurgie, métaux ferreux, agroalimentaires, etc., ont beaucoup donné dans la réduction des émissions. Et Virginie Chasset nous dira ce qu'il en est pour les mines, mais on voit bien que c'est l'industrie qui a fait le job, je dirais largement ces derniers mois, dernières années, versus d'autres de secteurs qui sont plus lents. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui, on voit bien des inflexions à des vitesses différentes qui dépendent évidemment de la structure des différents secteurs. Il faut en tenir compte et donc je pense qu'il faut apprendre à ne plus parler tellement des sujets avec des données moyennes ou des données globalisées, etc., qui disent pas grand-chose et rentrer dans des approches beaucoup plus fines sur les tendances, les dérivés, la façon dont les secteurs se mettent dans des trajectoires. Et ce qu'il faut qu'on apprenne à lire en termes de trajectoire. C'est un peu le sens de la réponse du gouvernement au rapport très important du HCC qui dit, bah, écoutez, voyez les choses en tendance et ne nous coincez pas dans des réflexions au jour le jour, si je puis dire. Bon. Alors, je reviendrai là-dessus. En attendant, je dirais un petit zoom sur le contexte international. Évidemment, on est rentré dans un contexte mondial de guerre euh, et ça favorise pas, évidemment, la focalisation sur la décarbonation. Bon. Alors, on voit nettement, et c'est ça qui est important pour le suivre, nettement une cristallisation entre les pays qui continuent d'investir quand même sur la décarbonation, et il y a une corrélation avec les régimes du Nord et les régimes démocratiques incontestablement, et puis ceux qui ne rentrent pas là-dessus. Alors, comme vous l'avez vu, je voudrais insister sur quelques informations. Alors, on l'a vu au moment de l'élection du Sénégal, on est obligé de noter cette réaction très forte de ce pays africain important pour nous, et en tant que tel, où il dit très clairement, le président actuel dit encore plus son successeur, en disant, attendez, nous, il n'est pas question de suivre la tendance internationale qui nous empêcherait d'exploiter nos gisements de gaz aujourd'hui dont nous avons un grand besoin. Euh, Vive la souveraineté énergétique, vous l'avez fait, vous, au nord, donc on va la faire au sud. Non, ça ne favorise rien dans la généralisation des mesures souhaitées. Alors, j'ajouterais à ce débat qui est fort maintenant, hein, qui est clair dans les pays du Sud, une discussion qu'on ne voit pas tellement se nouer à l'Organisation maritime internationale, c'est la montée d'une taxation, d'une régulation de la marine marchande, c'est dommage. Il y a eu un accord avec le Brésil, la France,
pour accélérer dans la question des puits de carbone. Bon, euh, c'est très intéressant à noter parce que c'est une orientation tout à fait forte, mais qui fait que les pays qui ont des puits de carbone importants, Amazonie, Gabon, RDC, tout ça, en fait, veulent qu'on les paye, évidemment, pour ce carbone évidé. Donc là, la France joue un rôle catalyseur intéressant. Et puis, vous l'avez vu passer, ce jugement de la CEDH contre la Suisse, n'en faisant pas assez, qui vraiment crée une jurisprudence sur les pays aujourd'hui qui ne protègent pas leurs citoyens en termes de santé, de bien-être et autres à l'égard du réchauffement climatique. Donc ça, c'est un jugement qui est considéré aujourd'hui comme une milestone, une pierre d'angle dans l'évolution juridique internationale. C'est pas une anecdote, mais enfin pour l'information, à l'ONU est en train de se tramer un peu la mise en place d'une assemblée citoyenne qui tirerait un peu tous ces sujets. Alors, euh, je vais revenir sur le débat européen, un peu le clarifier. On voit dans les études aujourd'hui, à l'occasion de la campagne, que les Européens sont très demandeurs, très demandeurs d'une prise en charge du réchauffement climatique extrêmement sérieuse. Euh, mais évidemment, derrière, qui paye quoi, quand, comment, c'est évidemment le débat de fond. Euh, alors, le Parlement européen termine le Green Deal, il faut le noter, avec la directive salaire qui vient de sortir, qui n'est pas rien, hein, sur la parité des rémunérations hommes-femmes, sur la transparence et autres choses. Euh, une information, c'est l'ESMA, donc l'autorité des marchés européenne, qui dit maintenant l'ESG, c'est pas à part, c'est vraiment, ça doit faire partie de la méthodologie des agences de notation euh, financière. Donc, le message est important. Et puis, quand même, le renforcement du parquet financier européen sur les sujets environnementaux, là, c'est aussi une étape importante. Donc, cette mandature européenne se termine par un feu d'artifice, il faut le dire. Alors, chacun le commentera, mais par un vrai feu d'artifice sur la régulation environnementale qui a été extrêmement significatif, tant sur le champ carbone que sur le champ social, que sur le champ de la finance et autres. Voilà. Euh, En contrepoint de ça, il est assez clair que bon, bah, se réveillent aujourd'hui les acteurs industriels européens qui disent oui, mais enfin, quid de notre compétitivité? Alors c'est tout le sens du rapport Draghi que je crois est assez fondamental parce que il dit il faudra qu'on apprenne à faire conjuguer durabilité et compétitivité et ne pas faire l'un sans l'autre ou contre l'autre encore pire. Bon, voilà. Alors, la dernière lettre, c'est toujours un moment important de Larry Fink. Elle est intéressante à plusieurs titres parce que d'abord, il veut plus parler de SG, il est aujourd'hui, il appelle au financement des infrastructures. C'est très important dans beaucoup de pays, aux États-Unis notamment, et il annonce quand même qu'il y a une problématique de retraite. Donc, la transition énergétique est une opportunité, mais il faut la voir avec une logique d'investissement, ce qui est un peu son métier, mais je crois que ça reflète aujourd'hui l'esprit américain sur ces sujets. Bon, j'insiste pas trop sur d'autres informations dans le monde, si ce n'est que l'ISSB est en train aujourd'hui quand même de rallier beaucoup de pays à son dispositif. Je ne sais pas ce qu'en pensera Sylvain, il nous dira tout à l'heure, mais Manuel Faber est en train de réussir son pari de rendre l'ISSB le référentiel général. Alors, la France, elle, elle évolue aujourd'hui, je dirais, un peu en godille sur tout ça. Quid de la croissance versus sobriété? Bon, c'est pas facile. Moi, je note quand même, avec le succès de l'impact France hier et ces temps-ci, que c'est l'ESS. Hein, l'ESS qui a repris le leadership sur la RSE en France et que du côté des grandes entreprises, qui étonnamment développe un discours anti-CSRD inutile et curieux, parce que Virginie le commentera, mais on sait faire des DPEF et on sait traiter ces questions-là quand même dans les grands groupes, grosso modo, depuis longtemps. Mais bon, on trouve que l'Europe en fait trop là-dessus. Et bon, c'est- là, je suis étonné par la teneur du débat. Alors, quelques informations sur le débat français.
On a échoué sur la dimension sociale de faire quelque chose vers les seniors en termes de politique contractuelle. C'est dommage. Euh, les assureurs, là, ils avaient dit au-delà de 4 degrés, nous, on n'est plus capable d'assurer. Donc là, ils tendent la main à l'État. Il y a une négo qui est engagée. Le discours de Roland Lescure sur l'exploitation minière, Virginie nous le commentera, qui clairement est présenté. On va abaisser les garanties environnementales et puis, il faut qu'on mette l'accent sur l'exploitation minière. Je ne sais pas si c'est ça le sens un peu du nouveau code et des nouvelles approches qui sont proposées là-dessus. Donc, on entendra Virginie avec grand intérêt sur la compréhension de cette ligne-là. Qui serait dommage, je dirais, de passer d'un point du balancier à l'autre, si c'est ça. Et puis, quand même, là aussi le pari du gouvernement de dire la nouvelle programmation euh, pluriannuelle de l'énergie, bon, bah, je ne peux pas la faire au Parlement, donc hop, je la fais par décret. Bon, là, il y a évidemment un déficit de débat qui va poser problème. Bon. Euh, vous verrez dans quelques informations un peu aussi sur ce débat français qui s'est cristallisé autour des ânes, hein, des eaux artificialisation zéro, du zéro artificialisation net. Euh, le gouvernement a identifié 50 terrains pour faire des friches industrielles, mais on voit bien que entre pas de terres agricoles en moins, mais pour autant, il faut des espaces industriels indispensables. On cherche vraiment cet équilibre, on cherche cette conciliation. Elle est compliquée. Euh, Elle se trouve ici et là néanmoins sur un certain nombre de choses. Moi, je regrette, c'est le sujet d'un papier qui est sorti dans Le Monde là-dessus, que pour autant, euh, on soit plus dans l'ordre du classique d'une gouvernance réglementaire, voire législative, que d'une gouvernance contractuelle. Bon, mais ça, on n'a pas réussi à remettre un peu la RSE dans le contrat depuis le départ. C'est une tendance qui n'a pas pris forme c'est une réflexion qui se posera. Bon. Euh, les débats aussi sont forts. Alors, les flottes de véhicules, vous savez que c'est vraiment 50% du marché de l'automobile. Donc là, ben, ça freine du côté de l'électrification. L'agrivoltaïsme, on a trouvé un accord pas très bon entre les acteurs de l'énergie et les acteurs agricoles. Bon, et puis je signalerai, ce qui est intéressant, c'est la crise un peu chez SBTI, qui veut introduire un peu de la compensation dans sa mesure Scope 3. Ça fait hurler ses salariés. Bon, c'est une discussion qui était inattendue, mais qui est intéressante en tant que telle là-dessus. Alors, pour avancer plus rapidement, quelques initiatives que je voudrais signaler à votre attention. Un, le rapport de l'ADEME qui fait toujours des travaux stratégiques, synthétiques, vraiment pertinents. Et là, en l'occurrence, il y a un peu un appel un peu à remettre du social et remettre un peu de la justice dans la réflexion actuelle, en alertant sur le défi de compétences aujourd'hui pour avancer dans notre transition. Bon. Et la phrase importante, c'est de dire la transition, non, elle ne fera pas que des co-bénéfices. C'est une réponse au Shift, en fait, qui avait dit ça, entre les différents acteurs. Non, tout le monde ne trouve pas toujours son intérêt et il faut gérer, entre guillemets, le rapport perdant-gagnant. Bon. Alors, l'annonce de Michelin il y a 2 jours sur on va appliquer dans le monde entier des living wages pour tous nos salariés. Ça, c'est fort, c'est très étonnant. Michelin le fait seul. Donc, en termes de présentation, son directeur développement durable nous en parlera le mois prochain, mais c'est suffisamment important pour être remarqué et Sylvain Guilloton nous dira à quel point aussi, puisque c'est dans les ESRS, dans les notations aujourd'hui, cette question est aujourd'hui prise en compte. Voilà. Alors, bon, j'insiste pas trop sur d'autres éléments qui sont aujourd'hui dans le débat. À l'occasion des européennes, donc, la FEP a envoyé un message qui est plutôt il faudrait plus de compétitivité que de durabilité. Le MEDEF oscille entre n'en faites pas trop, ne compliquez pas trop la vie, mais on reviendra pas sur la transition durable. Bon, voilà, ça ce sont des discours classiques des organisations. Euh,
bon, il dénote un souci de réalisme qui est derrière tout ça. Non. Ce qui est intéressant dans les quelques initiatives qui sont sorties, que je porte à votre attention là aussi, c'est justement la demande d'une transition plus sociale par Gentilini et Schmitt, qui sont des personnes importantes au Parlement. Euh, une jurisprudence de la Cour de casse incroyablement passionnante, du reste, c'est sur le fait qu'un salarié a le droit de dire non, moi je ne veux pas participer au faste culturel de mon entreprise, j'ai un droit de désalignement, j'ai une sorte de clause de conscience qui est ouverte. C'est assez intéressant à noter. Je laisse Virginie parler du message que j'ai vu d'IRMA, qui est l'organisation qui suit la durabilité des mines, en disant on n'est pas une certification, attention, ne nous prenez pas pour une certification. Bon, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et puis, je dirais un petit mot quand même sur le travail, le rapport qu'a fait Admical sur l'articulation RSE et Sénat, qui, en tant que fondateur d'Admical, me laisse vraiment pantois et je trouve que c'est une occasion complètement ratée de cette réflexion nouvelle, puisque si on fait re-rentrer le mécénat dans la RSE, bah, ça consiste à distribuer de l'argent pour des actions qui sont spécifiques. Et là, on n'est plus dans le mécénat, ça doit être dans le partage de la valeur. Et là, on est passé complètement à côté de la réflexion sur un nouveau mécénat qu'il faut faire dès lors que l'entreprise peut contribuer au bien commun. C'est dommage, la communication là-dessus a ficelé l'organisation qui est passée à côté de son sujet. Mais bon, l'étude EcoVadis, je laisse Sylvain nous en parler. Elle est comme toujours riche et elle permet de situer les trends et leur évolution. Donc, on voit quand même un progrès de fond qui se met en place avec certaines thématiques qui sont solides maintenant, sur les droits humains notamment. Et puis, euh, un collectif dans la fonction publique qui s'est mis en place, ça c'est original, pour accélérer la transition écologique. Voilà. Alors, je termine, avant de passer la parole à mes experts, je termine en signalant, comme toujours, des quelques ouvrages qui sont sortis récemment. Celui pour le plaisir, je dirais, de Marc Duguin, parce que notre romancier connaît bien l'entreprise et les États-Unis se laissent aller là dans je dirais un réquisitoire anticapitaliste qui est assez étonnant, assez intéressant, mais c'est un travail de romancier, pas d'économiste. Très, très beau travail d'encyclopédique sur les communs qui a été fait, travail international, et puis le livre de Maximilien Rouer, qui est aussi important et qui ouvre sur l'entreprise régénérative des pistes fortes. Voilà. Alors maintenant, sur la base de ces réflexions, je demandais aux experts à la fois de commenter, de donner leur avis et de nous indiquer aussi comment eux-mêmes agissent dans ce contexte. Et si elle le veut bien, je vais demander à Virginie Chasset de commencer en nous donnant, au titre de sa fonction de directrice développement durable des Ramet, un peu comment elle voit aujourd'hui ces débats complexes, subtils, entre les contraintes environnementales, sociales et les contraintes industrielles qui sont extrêmement fortes dans son domaine. Hein, j'ai pas Monsieur pourra rappeler les fondamentaux des besoins de minerais et de métaux critiques, notamment dans l'industrie nouvelle. Et puis, comment elle arrive un peu à surmonter aujourd'hui un certain nombre de dilemmes et d'aller vers ce que tout le monde souhaite, c'est-à-dire quand même un concept de mine durable et responsable qui n'est plus la caricature du 19e siècle qu'on a parfois à l'esprit, mais qui doit être quand même très vérifiable et très sûr et nous donner des garanties. Voilà. Virginie, si ça vous convient, je vous laisse un peu commenter tout ça et nous éclairer sur la façon dont ça se passe chez vous. Merci, merci Patrick. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, un secteur qui est concerné du fait même de sa nature par le développement durable. Quand on est dans une activité minière, puis métallurgique, puisqu'on commence par d'abord prélever du minerai avant de le transformer en métal, on collecte les ressources qui sont dans la terre, on les transforme et on a donc un impact immédiat sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les communautés locales qui vivent aux abords de ces gisements.
sur le climat. Non pas parce que l'activité minière est émissive, ça c'est pas le sujet, mais parce que en termes de climat, d'abord, ce que l'on extrait de la terre peut apporter, enfin, a une contribution majeure dans la transition énergétique. Et puis, parce qu'il y a des sujets d'eau, des sujets aussi d'émissions de CO2 quand on passe du minerai au métal, puisque on utilise le carbone comme un réducteur pour avoir des métaux. Donc, ça, c'est le premier point. Le secteur est extrêmement concerné et la première approche qui est déployée, c'est celle d'éviter, réduire et compenser ces impacts de la manière la plus responsable. D'autre part, pourquoi est-ce que ce secteur est extrêmement concerné, enfin, ou en tout cas extrêmement important dans le débat, c'est qu'il est en amont de toutes les chaînes de valeur. Donc, s'il n'est pas responsable, ben, en fait, c'est la durabilité de l'aval qui est aussi impactée. Et puis, vous l'avez rappelé, Patrick, les besoins en métaux des prochaines années sont énormes et que ce soit des métaux type nickel, lithium, cobalt, manganèse, cuivre, graphite, pour tout ce qui est transition énergétique, mais aussi des besoins en métaux qui vont continuer à exister pour le développement de l'économie mondiale. Avec du manganèse notamment, là encore du cuivre, et du nickel pour faire des aciers qui sont indispensables pour les constructions, pour les infrastructures, etc., etc. En intro aussi de ce secteur, rappeler bien évidemment que ce secteur, il est contraint par un certain nombre de réglementations, mais en même temps que ce secteur échappe, et on a eu souvent des débats avec Patrick là-dessus, mais donc il échappe à toute forme d'accord multilatéral, international, parce qu'en fait, les métaux sont au cœur des enjeux de Souveraineté. souveraineté, des enjeux de sécurisation, et donc sont aussi à ce titre un secteur qui est extrêmement distinct, je vais dire, et qui n'a pas de pareil ailleurs. Alors ensuite, la durabilité de ce secteur, c'est un enjeu de marché. C'est un enjeu de poursuite des opérations. Quand vous allez exploiter un gisement dans un pays tiers, eh bien l'acceptabilité de vos opérations, que ce soit avec une contribution et pas uniquement une gestion des impacts, mais aussi une contribution sociale et environnementale, elle est absolument, absolument clé. Et si on veut répondre, je reboucle sur ces besoins en métaux de la transition énergétique, si on veut répondre aux besoins et faire écho aux réglementations, vous parliez tout à l'heure du Green Deal, si on prend par exemple les réglementations européennes sur, sur la mobilité, eh bien les besoins en métaux dans les pays tiers sont colossaux. Et puis, c'est de plus en plus, c'est encore lent, mais c'est quand même de plus en plus un enjeu de financement, puisque les normes aussi qui aujourd'hui qui existent et qui sont le cadre de référence, même utilisées par des approches comme celle d'IRMAP sur laquelle je vais revenir, c'est les normes de la Banque mondiale. Et donc c'est sûr que en termes de financement, il y a aussi une vraie demande de durabilité dans l'approche. Mais là c'est poussif, c'est pour ça que je le donne en dernier, le consommateur, pour lequel il reste quand même un grand travail à faire pour rendre ce que je qualifierais d'invisible, pour le rendre visible. C'est-à-dire que derrière la batterie
les kilos de métaux, que ce soit pour une batterie électrique, 50 kilos de lithium, 50 kilos de nickel, que l'on va mettre dans une batterie, qui sont derrière des centaines et des centaines de tonnes de minerais. Ou si je prends un autre exemple, qui est le téléphone que nous avons tous maintenant greffé au bout des doigts, qui pèse 150 grammes et derrière lequel il y a 150 kilos de roche. Donc comment est-ce que on arrive à rendre visible cet invisible au consommateur pour que le consommateur pousse la production de métaux responsables, et pose des questions. Ça, c'est la grande question que les professionnels de la RSE qui sont là depuis longtemps connaissent bien. Donc, pour répondre, et Eramet, si je prends l'exemple d'Eramet, il n'y a pas de secret, c'est comme pour tous nos secteurs, une dynamique de progrès, un chemin de progrès continu dans lequel on sait où l'on est, on est lucide sur ce qui est présent dans sa matrice de matérialité, on est même capable de plus en plus avec la CSRD de faire un lien entre ce qui est matériel au titre de la RSE et ce qui est matériel sur le plan financier. Donc une bonne compréhension et une maîtrise de ces impacts environnementaux et sociaux avec cette approche de risque et opportunité, là aussi que l'on connaît tous. Donc si je reprends l'exemple d'Eramet, Eramet a changé de cap, je dirais, en 2017. C'est doté d'une raison d'être dans laquelle on a mis la transformation responsable et puis le projet d'utilité des métaux pour le tout un chacun sur la planète, avec cette notion de bien vivre grâce aux métaux, et de bien vivre ensemble, qui est ce projet social et sociétal qu'on est obligé d'avoir quand on exploite des gisements. Donc, on a derrière démarré une première feuille de route RSE qui couvrait nos grands impacts, que l'on vient de transformer dans une seconde. Enfin, elle était sur 5 ans. Nous venons d'ouvrir une seconde feuille de route RSE qu'on a décidé d'appeler Act for Positive Mining, qui permet de ranger l'entreprise derrière cette ambition de ne pas juste gérer des impacts, mais d'avoir une contribution positive. Mhm. Et c'est extrêmement important dans les pays où l'on est implanté. Et je rappelle que les pays où on est implanté, c'est là où il y a les gisements. Et la mère nature a mis les gisements là où elle a décidé de les mettre. Et donc, c'est aussi une spécificité de ce secteur, c'est que quand vous n'avez pas la bonne acceptabilité, les bonnes conditions financières, les bonnes relations avec les États dans lesquels vous êtes, bah, vous ne pouvez pas déménager votre gisement dans un autre pays. Donc, vous avez ça aussi en termes de contraintes. Donc, cette feuille de route, bah, là aussi, pas de secret, des indicateurs de résultats, un chemin qu'on connaît, un travail collaboratif, déciloté à l'intérieur de l'entreprise, parce que tout ça est systémique, et puis une capacité à rendre des comptes. Je n'aime pas trop le terme de transparence, mais de capacité à rendre des comptes et à être donc dans cette transparence maximale avec de la pédagogie et de l'explication, de la mise en contexte derrière. Et puis, on a aussi décidé d'adosser à cette feuille de route Act for Positive Mining le standard IRMA, Initiative for Responsible Mining Assurance, qui est donc une initiative internationale qui est née aux États-Unis, qui a Oui. l'avantage d'être multipartie. Donc, c'est l'avantage d'IRMA véritablement, c'est d'avoir une gouvernance multipartie. Donc, ça lui donne une force dans un secteur où en plus il y a beaucoup de fantasmes, ça lui donne une force importante. Effectivement, ça n'est pas une certification, et IRMA est très vigilante à parler de ça, parce qu'en fait, Oui. parce qu'en Il y a un malentendu là-dessus. Il y a un malentendu.
Oui, oui, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent surtout dire, c'est que c'est un chemin de progrès. Donc, on n'est pas Voilà. certifié une fois pour Mm. toutes. C'est pas l'entreprise Eramet qui peut être certifiée, c'est site par site avec une Ah, progression, des notes et tout le travail qu'on fait actuellement à l'intérieur de l'entreprise, c'est d'expliquer aux sites qui démarrent ces systèmes d'audit externe, c'est qu'il est sain qu'il ne soit pas IRMA 100, mais qu'il démarre par un IRMA 50. C'est déjà une note excellente qu'il faut aller chercher. C'est un chemin qui est assez long, puisque vous avez d'abord un travail de self-assessment, puis après un travail d'audit par un tiers. Tout ça prend en gros une grosse année. Et puis après, vous avez encore une très bonne année pour travailler avec Irma sur l'accès à la note qui sera du coup publiée à l'extérieur. Sachant que le rapport publié par l'auditeur et par Irma est publié sur le site d'Irma. Donc là aussi, mais grande transparence sur les sujets. sur ce point, Virginie, est-ce qu'on peut espérer que dans le futur, et où en sont les négociations du reste à cet effet, sur le fait que des produits chinois ou brésiliens ou autres viennent sur notre marché et sont achetés par nos transformateurs avec une certification leur est imposée? Est-ce qu'on peut mettre dans le commerce international aujourd'hui l'obligation de passer par ce type d'outils qui nous garantirait qu'on n'est pas dans une distorsion? D'ailleurs, voilà, c'est comme la taxe carbone aux frontières. Est-ce qu'on peut avoir la garantie de mine responsable en amont dans une négo internationale aujourd'hui, mettant à égalité les uns et les autres? Tant qu'on n'aura pas ça, on est à la merci du dumping, si vous en êtes d'accord. Alors, effectivement, ben, c'est un sujet. Je vais répondre. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Je vais juste y Oui, répondre, dire que effectivement, t'en prie. Irma donne plusieurs noms d'auditeurs externes. Oui, ERM, par exemple, en fait partie. Donc, c'est oui, des grands cabinets internationaux qui vont, au titre d'Irma, mener ces audits. Voilà. Et donc, ils sont aujourd'hui deux et Irma est en train d'en évaluer plusieurs parce que ça fait des goulots d'étranglement importants. Et ah donc, oui, c'est très important qu'il y en ait plus. Ça reste une démarche volontaire. Ça reste une ah démarche oui, volontaire ça, d'entreprise dans un secteur qui est, et ça, c'était un autre point que je souhaitais aborder. Donc, je ne sais pas si je réponds aux trois questions qui sont allez-y, sur faites l'écran ou comme vous le si vous sentez. voulez qu'on fasse en deux coups, que je Non, non, laisse. comme vous le sentez, faites comme vous le voulez. C'est comme vous voulez. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de défis auxquels le secteur est confronté, au-delà de ce que je viens de vous dire, qui sont les bons outils de méthode classiques que l'on peut utiliser en développement durable dans une entreprise et Hmm. à l'intérieur d'un secteur. Ces défis, je voudrais les citer, il y en a plusieurs et ils permettent de revenir sur différents points. Il y a le défi technique, comme je vous l'ai dit, on parle de ressources de la terre, de localisation. Donc ça veut dire que la localisation des gisements et la qualité, la teneur de ces gisements sont clés. Donc par exemple, vous parliez tout à l'heure de la France, on a aujourd'hui quelques gisements en France. Donc si même je fais abstraction de la capacité, enfin de l'acceptabilité sociale ou sociétale, ils n'ont absolument pas la teneur des gisements que l'on trouve en dehors de Hmm. France et en dehors d'Europe. Donc, les gisements, si je reprends les métaux de la transition énergétique, les gisements se trouvent pour le nickel aujourd'hui principalement en Indonésie. Il y en Hmm. a aussi en Nouvelle-Calédonie ou aux Philippines. On pourra revenir sur la Nouvelle-Calédonie, mais là, je crois qu'il me faudrait C'est un autre un débat. autre Oui, webinaire entier, voilà. oui. Donc, la qualité de la teneur est importante. La biodiversité locale est aussi importante et aussi représente un défi technique.
et puis les populations qui peuvent se oui, trouver sur ces gisements ou aux abords de ces gisements, avec donc le plus ou moins niveau de développement de ces populations. Et donc, ça, c'est un sujet. Et puis aussi le sujet des populations indigènes qui peuvent, à certains endroits, oui, vivre sur le gisement ou avoir des lieux sacrés qui sont bien sûr. sur ou aux abords du gisement. Donc ça, c'est le premier point, c'est ces ressources de la terre qui sont un premier Oui, défi technique. Après, on a des défis technologiques comme partout, mais pour aller chercher le juste nécessaire de minerais, donc avoir une démarche de frugalité, optimiser aussi la consommation d'eau. Ça, c'est très important, par exemple, sur l'extraction du lithium. Et donc là, chez Eramet, on a développé une technologie pour aller chercher le lithium dans les saumures en Argentine ou en géothermie en Alsace, par exemple. Et ça permet effectivement de récupérer 80, ça permet de récupérer un maximum de lithium, mm, environ 90% du lithium. Et puis, pardon, et donc ça veut dire en fait que on pompe 2 fois moins de saumure euh, pour, euh, pour mm, mm. le même volume de lithium que l'on va extraire. Et puis, il y a aussi des enjeux liés à la consommation d'eau. La technologie qui est utilisée par Eramet n'étant pas la technologie qui était traditionnellement utilisée, notamment au Chili, où en fait on procédait Mm, par mm, évaporation. Et donc là, forcément, il y avait aussi une mm, déperdition mm, mm. et dans des zones de stress hydrique qui étaient importantes. On pourra revenir, Virginie, si vous voulez bien, tout à l'heure sur les débats plus spécifiques, mais pour que vous nous disiez si vous avez l'impression que votre feuille de route aujourd'hui, en toute franchise, vous arrivez à la faire progresser autant que souhaiteriez. Euh, et je rappellerai que le gouvernement français est aussi, enfin l'État français est aussi dans votre actionnariat et donc il est aussi concerné par ça. Mais je voudrais, si vous voulez bien, avant de reprendre ça dans le chat tout à l'heure, dans la discussion, demander maintenant sur ce débat d'évaluation aussi qui est que vous avez bien présenté à Sylvain de nous dire un peu comment il le voit maintenant. Alors, du point de vue d'Ecovadis, qui a pris une place tout à fait remarquable aujourd'hui dans la capacité à noter, à évaluer euh, la chaîne de valeur pour le compte des acheteurs, mais maintenant qu'il y a une dispersion des outils d'évaluation, une amélioration technologique et une acceptation de ces notations un peu partout avec différentes méthodes. Comment Ecovadis affronte cette pluralité Sylvain, cette pluralité des approches et quelles sont les grandes évolutions que tu vois aujourd'hui dans le rôle de l'évaluation comme garantie des efforts, type ceux des ramettes qui font des choses, mais sous réserve que derrière, des esprits indépendants et des référentiels bien faits nous disent ce qu'il faut en penser. Bonjour, bonjour Patrick, bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Peut-être je vais commencer par rebondir sur ce que disait Virginie et sur les Oui, enjeux importants, effectivement, environnementaux et sociaux dans le secteur de la mine. Euh, Nous, ce qu'on voit dans les chaînes de valeur, c'est que, je regardais ce matin le nombre d'entreprises évaluées dans ce secteur, on en a une centaine sur 135 000 fournisseurs évalués. Donc en réalité, pour nous, ça reste encore dans un angle mort. C'est très en amont, comme disait Virginie, dans les chaînes d'approvisionnement. Et on ne touche pas à un chiffre significatif, en tout cas Ecovadis, d'entreprises dans ce secteur. 100 entreprises, principalement des grandes entreprises. La moyenne est à 45 sur 100, donc 10 points ah de oui, c'est moins faible. Ah oui, c'est faible. Ah oui. que la moyenne mondiale. Il y a que 7% des entreprises qui ont au-dessus de 65.
donc où on considère que les enjeux auxquels l'entreprise dans son secteur auxquels les enjeux elle est confrontée dans son secteur sont on va dire, sous contrôle, 42% qui sont très à risque, voilà, avec des zones couvertes qui sont la Chine, l'Inde, le Kenya, la Guinée, l'Afrique du Sud, les US aussi. Donc, c'est un secteur à fort enjeu, mais dans notre plateforme, euh, aujourd'hui, on touche à peu près, voilà, on va arriver quasiment à 150 000 fournisseurs. On est encore, on a encore un peu d'impact sur le secteur de la mine qui est beaucoup plus en amont, donc chez les fournisseurs des fournisseurs, même si évidemment il y a des voilà. De- Ceci étant dit, les enjeux sociaux et environnementaux, et notamment de droits de l'homme qu'on retrouve dans la mine, on les retrouve dans d'autres secteurs euh, dans lesquels on est beaucoup plus présent. Et je dirais que le premier challenge pour les donneurs d'ordre, pour les grands donneurs d'ordre, c'est d'identifier les risques. Parce que il faut comprendre que les donneurs d'ordre de grandes entreprises, elles vont avoir plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs sur la planète, dans tout type de secteur. Donc la première étape, c'est de cartographier les risques. C'est euh, c'est de, c'est de savoir en fonction du pays, en fonction du secteur, en fonction de la taille, en fonction aussi de l'importance stratégique du fournisseur, de savoir là où il va falloir éventuellement aller plus en détail. L'autre chose aussi, c'est que, comme disait Virginie, c'est un chemin de progrès. Donc, en fait, la responsabilité qu'on demande aux donneurs d'ordre, ça n'est pas d'avoir une chaîne d'approvisionnement avec des dizaines de milliers de fournisseurs dans lequel ils sont 100% conformes aux standards sociaux, parce que là, je leur dis, c'est impossible, et je peux vous garantir que quelque part dans votre chaîne d'approvisionnement, il y a des problèmes sociaux, il y a des problématiques de droits de l'homme. La responsabilité, c'est de Oui, identifier les oui. risques, c'est une obligation de moyens, d'identifier les risques, de les qualifier, de les mesurer, euh, d'agir, d'y remédier, d'aider les fournisseurs avec lesquels on a des relations contractuelles importantes à y remédier. Voilà, donc c'est vraiment une obligation de moyens. Et la troisième chose, c'est que ces moyens, euh, quand on parle de problématiques de droits de l'homme notamment, il n'y a pas de solution magique. Voilà, c'est une palette de pratiques, d'actions, de solutions qui vont aider à Oui. irait à remédier au problème et ou à l'identifier dans un premier temps. Voilà. Euh, donc, et nous, on essaye sur notre plateforme d'amener petit à petit de plus en plus d'outils dans cette palette. On a évidemment la cartographie des risques qu'on essaye de faire la plus détaillée possible. Et puis ensuite, dans les évaluations, puisque c'était le sujet aussi avec Virginie. Dans les évaluations, on essaye, alors nous, on n'est pas un label, on n'est pas une certification, on est une notation agrégée où on essaye de récupérer un maximum de données le plus diversifié possible pour que l'évaluation soit d'une certaine manière contradictoire. Et puis, on essaye de faire sens de tout ça grâce à notre méthodologie et de publier des scorecards Mais qui sont les mêmes pour tout le monde. Ouais, mais Sylvain, attention sur ce point-là. Et vous, vous mesurez plutôt à une photographie, à un instant T. Cette notion de progrès, je dirais, elle n'est pas intégrée à votre notation. Vous ne donnez pas une note qui est construite sur la dérivée, sur la progression, si je me trompe pas. Alors, si, puisqu'on va regarder les objectifs, en fait, on va regarder trois grands volets, les objectifs que s'est fixé l'entreprise, les actions qu'elle a mis en place pour arriver à ces objectifs et les résultats qu'elle a obtenus, euh, on va dire, récemment et dans les dernières années. Voilà. Et puis ensuite, on va réévaluer de manière D'accord, régulière l'entreprise et on va voir quelle est la tendance. d'accord, Et on va intégrer de plus en plus aussi des notions de trajectoire parce que c'est d'accord. quelque chose qui est demandé par la CSRD. Mais Voilà. dans les évaluations, puisque c'était la question aujourd'hui, dans les évaluations sur des problématiques telles que les droits de l'homme, dans des pays à risque, l'objectif, pour nous, c'est de collecter un maximum d'informations. Donc, des documents justificatifs de l'entreprise, des certifications, des labels, si elle en a, des rapports d'audit
on en ramène énormément. Alors, des rapports d'audit qui émanent de l'entreprise elle-même évaluée ou qui sont faits par Ecovadis. Peu de gens le savent, mais dans 1% des cas, on va commanditer nos propres audits parce qu'on considère que là, il faut creuser. Il y a des forts enjeux, il y a un risque, et là, on va nous-mêmes déclencher des audits. Ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est avec des partenaires. On va regarder aussi, on va collecter des informations auprès des parties prenantes. Il y a des ONG très innovantes et très intéressantes aujourd'hui qui proposent des informations qui sont sur place à longueur d'année, qui vont proposer des informations sur les entreprises et sur leur impact, qui vont être pris aussi en compte dans le rating. On va aussi prendre en compte les adhésions à des initiatives telles que l'IRMA ou d'autres. Voilà, donc c'est vraiment, il Ouais, faut mais en déployer. Chine, vous faites comment sur la Chine aujourd'hui, qui est notre principal challenger sur ces Et en, questions? En Chine, par exemple, je parlais d'ONG, il y a par exemple China Labour Bulletin qui publie tous les jours en temps réel une carte des conflits sociaux, Hum, notamment dans les mines. C'est fait très intelligemment parce qu'en fait, ils récupèrent des vidéos et des photos euh, des travailleurs dans ces secteurs-là, s'il y a un problème. Ils ont une méthode eux-mêmes pour croiser les informations et pour confirmer qu'il y a effectivement eu un conflit. Et une fois que c'est confirmé, ils le publient sur leur carte et nous, on y a accès. Donc, on prend ça en compte. Voilà. D'un autre côté, sur la partie environnementale, en Chine, il y a aussi un gros effort, il faut quand même le noter, du gouvernement pour faire des audits environnementaux avec des mesures qui sont assez fortes. Ils peuvent fermer des sites du jour au lendemain. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites et il y a des informations qui sont récupérées. Et puis, on a, nous, régulièrement, on commandite des audits, on envoie des gens sur place dans des contextes qu'on considère où il faut aller creuser un petit peu plus loin. Donc, c'est pas, la Chine n'est pas en dehors du radar, je dirais. Il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué qu'en oui, Chine, euh, notamment enfin, quand on parle du secteur minier. Voilà. oui, bien Et sûr. puis, donc, voilà, c'est vraiment notre objectif, c'est d'étendre la palette. On va rajouter probablement, en tout cas, on travaille dessus, un système de Workers' Voice Surveys. Donc, c'est des audits, c'est une nouvelle forme d'audit on va contacter les travailleurs directement sur leur téléphone portable. Là, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent sur le marché qui sont très intéressantes. On va rajouter probablement, on travaille dessus, un mécanisme de plainte dans les chaînes d'approvisionnement mutualisées, donc Grievance Mechanism, quel outil qui sera demandé d'ailleurs Hum, par la hum, hum. CS3D. Voilà, il y a Mais Employee. Sylvain, est-ce que l'IA et la fake news ne risquent pas de venir biaiser considérablement les datas que vous collectez? Alors, c'est j'essaie de savoir où ça pourrait avoir un impact. Toutes les informations qu'on collecte, euh, c'est euh, c'est des, c'est des, par exemple, le mécanisme de complainte, c'est des choses, c'est des outils dans lesquels il y a des mécanismes de vérification de la plainte, par exemple. Donc, on pourrait À très la bien, source. à la source, donc on pourrait très bien, il y a des systèmes de management du cas quand un problème est remonté dans un système de grievance mechanism où on va Hum, aller voir à la source si effectivement il y a un vrai problème et si c'est le cas, à ce moment-là, il y a une gestion du cas qui est repoussée vers le fournisseur ou traitée directement par le donneur d'ordre. Ça dépend de la nature du problème. Donc, hum. je pense effectivement, je dirais que je dirais qu'avec l'IA, enfin, les fake news, je pense que ça change, enfin, fondamentalement, ça change pas. Il y a toujours eu et il y aura toujours un doute et un travail à faire sur les données qu'on prend en entrée. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il en faut beaucoup. C'est pour ça qu'il Hum, faut qu'elles soient contradictoires, qu'elles soient diversifiées. C'est pour ça qu'il faut les croiser. C'est pour ça hum, qu'il faut avoir euh, des experts dans le process et pas seulement des machines. hum, Il faut avoir les deux. Les machines, ça les aide à hum, trouver l'information plus facilement, à avoir plus de données. hum. Mais voilà, je pense que ça ne change pas fondamentalement la problématique. Il faudra toujours avoir une vision, on va dire, critique sur les données qu'on a en entrée avant de produire une opinion. On a un défi quand même qui est réel dans certaines zones où les entreprises, bon, bon, il n'y a pas que dans la mine. Bon, j'aimerais, comme on aborde
la partie dialogue avec nos participants, qui sont nombreux. Je voudrais laisser Arnaud, Herman, piloter un peu le questionnement, si tu veux bien, Arnaud, revenir vers Virginie et Sylvain sur des points qui ont été signalés par nos participants, si tu veux bien. Oui, volontiers. Alors, j'ai regroupé les premières questions posées. N'hésitez pas à en poser d'autres, que ce soit sur Oui. le fil de chat ou les questions-réponses. Je vais commencer par vous, Virginie. Une question qui a monté par rapport aux problématiques d'économie circulaire. Pour savoir quel rôle vous voyez jouer, vous, en tant qu'émetteur de matériaux, enfin de matières premières primaires. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer sur les matières premières secondaires? Et une question qui a été posée par rapport à la logique aujourd'hui de la valorisation des ressources minières, où on a tendance à négliger la valeur des produits en fin de vie qu'on va donner ou jeter. Et ne pensez-vous pas qu'il y a une réflexion à avoir pour qu'on reconnaisse la valeur des matériaux qui sont contenus dans les produits en fin de vie? Et Ramet est-il un acteur Merci, du recyclage? c'est une très bonne question. Alors, Ah oui. et effectivement, si on est capable enfin, il s'agit de métiers différents, de recycler, Oui. de recycler ou de transformer le minerai en métal. Mais quand même, il y a quand même une vraie valeur ajoutée à y travailler d'une seule main. Si je prends l'exemple de la batterie. Eramet, acteur français européen qui fait partie des rares à être impliqué sur cette chaîne de valeur sur les métaux, tous les métaux en fait de la batterie, nickel, nickel, cobalt, lithium. En fait, on a aujourd'hui un projet en partenariat avec Suez dans lequel on est en usine pilote sur le recyclage de la batterie. Et c'est extrêmement important parce que il y a plusieurs, il y a plusieurs défis, je vais dire, Mhm. économiques derrière ça. Aujourd'hui, on a passé le seuil des défis technologiques là-dessus. Mais par contre, les défis économiques sont les suivants. Un, sécuriser la matière première, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va collecter, récupérer les batteries, comment est-ce qu'on va les récupérer avec une valeur pour pouvoir alimenter les chaînes de valeur et faire des modèles économiques qui soient tenable pour celui qui recycle. Et puis l'autre point, c'est comment est-ce que c'est un défi qui est plus géopolitique. On a parlé tout à l'heure de souveraineté. Une fois qu'on a fait venir en Europe des batteries qui contiennent du nickel qui vient d'Indonésie, il faut impérativement qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir au niveau européen pour conserver sur le territoire cette matière plutôt que la batterie reparte pour être recyclée ailleurs et que Mhm. le métal ressorte d'Europe. Donc là, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être utilisés. C'est les, euh, les réglementations sur les véhicules en fin de vie, les réglementations sur la batterie aussi, comment est-ce qu'on pousse le fait que dans les batteries, on utilise plus de matières recyclées et pour forcer un peu le système et aller au bout du travail qui a été engagé au niveau européen pour ramener sur le territoire européen une partie de la chaîne de valeur de production de batteries qui aujourd'hui est principalement, pour pas dire en totalité, aux mains des Chinois, parce qu'on a laissé Oui. faire, hein, et parce que l'Europe a laissé On a filer laissé filer. sur les 20 dernières années. Donc, comment est-ce qu'on va au bout de cette logique en conservant sur le territoire des matières recyclées? Donc oui, c'est un sujet important et Eramet est actif aussi sur ce domaine. Et moi, personnellement, avec ma casquette de directrice développement durable au COMEX, je me bats pour qu'on aille chercher le bon modèle économique pour que ça existe et c'est pas gagné. Oui. Arnaud? Merci. Un deuxième, enfin, j'ai regroupé d'autres questions qui portaient sur les enjeux géopolitiques. Donc, Patrick nous a rappelé en introduction que
nous étions entrés dans un contexte assez dur, avec en toile de fond pas mal de conflits. Vous avez rappelé vous-même en introduction l'enjeu stratégique et de souveraineté qui est associé à l'exploitation minière. Du coup, très concrètement, comment vous voyez la suite en tant qu'acteur minier pour évoluer dans un contexte géopolitique qui a l'air de se tendre? Comment on continue son exploitation d'activité quand on est confronté à des pays qui peuvent rentrer en conflit? Et puis, par extension, est-ce que vous avez un avis à partager sur des opportunités d'exploitation nouvelles, que ce soit sur les fonds sous-marins ou sur les zones rendues accessibles par la fonte des neiges? Je pense notamment aux zones polaires. Beaucoup de questions. Donc Ouais, mais domination chinoise. Je vais vous donner quelques ordres de grandeur pour qu'on on les partage, hein. Quand on dit domination chinoise, ça veut dire à l'exception, grosso modo, à l'exception des terres rares qui sont à 70% en Chine. Les autres minerais, on parle de minerais sous domination chinoise, mais qui ne sont pas en Chine. Donc, c'est 68% du cobalt qui est extrait en République démocratique du mm, Congo, où Eramet n'est pas. C'est 85% des nouveaux projets d'extraction de nickel et de production de sel de nickel pour les batteries qui sont aux mains des Chinois en Indonésie. mm. Et puis, ils arrivent aussi enfin, ils sont aussi présents dans le triangle lithium en Amérique du Sud. Donc, très forte domination. Donc, il y a plusieurs, j'ai plusieurs réponses à donner. La première, c'est d'avoir des projets sur lesquels nous, entreprises européennes, on continue à mettre nos standards européens en œuvre sur le terrain. Ça veut dire, on parlait tout à l'heure de droits humains, ça veut dire que sur les droits humains, eh ben, nous, on reste droit dans nos bottes. Sur les sujets d'éthique des affaires, on reste droit dans nos bottes Mais quand on est dans ces pays. Ça veut Virginie, dire est-ce que... parfois, non, non, mais ça veut dire très Oui, concrètement, hein, Patrick, que sur des sujets de permitting, on a bien l'impression qu'on ne se bat pas à armes égales, mais on va continuer à le voilà. faire. Et comment est-ce qu'on fait basculer les choses? Parce qu'on peut faire basculer les choses, c'est en étant euh, en bon niveau de discussion avec les États qui sont sur place, en les poussant eux-mêmes à avoir une bonne réglementation. Je vais vous prendre un exemple très concret. Il y a 5 ans, quand en Indonésie, tous les projets chinois de construction d'usines de sel de nickel comportaient un volet qui consistait à déverser dans les fonds marins les résidus miniers. Eramet Mm. est allé chercher les clients automobiles, les clients ordinateurs, téléphones, etc., Mm. occidentaux, pour ensuite aller voir le gouvernement indonésien et pour convaincre le gouvernement indonésien qu'il De ne prendre des pouvait pas mesures. laisser se faire ça parce que sinon ils allaient se couper de leurs clients. Et Mm. ça, c'est un point que je voudrais évoquer, c'est que ce soit avec des partenaires chinois. Parce que ça, c'est l'autre moyen de travailler, c'est de travailler avec les Chinois, plutôt que Mm. d'être en frontal avec les Chinois. Donc, D'accord. travailler avec les Chinois, la meilleure manière de travailler avec les Chinois et d'amener les Chinois à utiliser des standards de développement durable, c'est que les clients poussent. Oui. C'est parce que ça, Mm. c'est un discours que les acteurs Oui. chinois sont capables d'entendre. Et donc, Mm. quand vous allez voir un pays, que ce soit l'Indonésie ou l'Argentine ou un pays africain, et que vous faites valoir qu'ils vont se couper Mm. du Mm. marché, ben, Mm. en fait, vous avez des arguments extrêmement concrets. Bon, donc encore une fois, dialoguer avec ces pays, faire les choses bien, travailler aussi avec les Chinois. Et Eramet en Indonésie exploite une mine de nickel avec un partenaire chinois. On est même
minoritaires et on a obtenu d'eux de démarrer une mise au standard IRMA l'année dernière. Ça n'est pas sans mal. J'y dépense beaucoup de salive, beaucoup de temps. Je suis à la fois sur le terrain pour mettre Mm. ensemble les équipes chinoises, indonésiennes et Ouais, parisiennes pour travailler sur ces sujets, que ce soit sur le volet environnemental d'accord. et sociétal. Merci. Arnaud, question Oui, bah, je vais enchaîner avec une question peut-être qui assure la transition. Sylvain, une pour question est Sylvain? posée sur la différence de performance UAG perçue à travers vos notes par pays ou par zone. Alors, il y a un focus sur l'Asie du Sud-Est et la Chine, mais est-ce que tu as un élément à partager sur voilà, la performance relative géographique en matière ESG? Alors, oui, c'est l'objet de l'étude qu'on publie tous les ans, effectivement, c'est de prendre un peu de recul et de regarder en gros comment évoluent les notes dans tous les pays du secteur. Donc l'Asie est très fortement sollicitée parce que, encore une fois, Covadis, c'est une plateforme dans laquelle d'un côté, il y a 1200 donneurs d'ordre, clients des Covadis, et de l'autre côté, il y a, comme je disais tout à l'heure, près de 150 000 fournisseurs évalués. Et une grande partie de ces fournisseurs sont en Asie parce que c'est comme ça que l'économie mondiale aujourd'hui fonctionne. Évolue. Euh, Ouais. donc, on a évalué des dizaines de milliers d'entreprises en Asie, Asie du Sud-Est, Chine, Inde. Voilà. Donc, il y a une forte dynamique. Les notes dans l'absolu sont moins bonnes qu'en Europe, largement moins bonnes, mais il y a quand même une tendance de progression. Pourquoi? Parce que, un, les clients européens leur demandent de progresser euh, du fait de de cette pression Ouais. réglementaire, de cette vague réglementaire sur le devoir de vigilance. Ils vont demander des comptes à leurs fournisseurs en Asie. Voilà. Deux, les donneurs d'ordre au Japon se sont saisis de la problématique des chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on a 45, un peu plus, 45 donneurs d'ordre japonais, des grandes entreprises japonaises qui ont commencé à faire euh, la même chose qu'en Europe. Elles essayent de cartographier leurs risques dans leur chaîne d'approvisionnement et d'évaluer leurs fournisseurs. Et elles ont énormément de fournisseurs, proportionnellement beaucoup plus qu'en Europe, en Asie, pour des raisons assez logiques. Donc, il y a une dynamique. Dans l'absolu, les notes sont moins bonnes, ça c'est sûr. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. La moyenne globale, je pense, sur les entreprises asiatiques, ça doit être largement en dessous de 50, ça c'est sûr, ou même en dessous de 40. Je crois qu'en Mm. Chine, la moyenne, c'est 39, donc c'est Ah très ouais. bas. Mm. Mais il y a des progrès, il y a une pression réglementaire locale. Il y a aussi, Mm. quelqu'un l'a mentionné dans le chat, il y a un, un standard de reporting à l'intention des entreprises cotées en Chine d'ici 2026 qui s'est mis en place, sur un concept de double matérialité d'ailleurs. Donc Oui, oui. les choses évoluent. En Corée du Nord aussi, il y a Corée du Nord, Corée Non, du Corée du Sud, Sud. pardon. Il y a une très forte dynamique. Il y a notamment un programme du gouvernement pour pousser les PME à se faire évaluer sur ce sujet parce qu'ils se sont aperçus que c'était un facteur de compétitivité internationale, qu'il fallait montrer une bonne note Mm, ESG. mm, Donc, mm. il y a une dynamique très positive, mais avec des pratiques et des situations de départ qui sont quand même assez basses. Et Mm. donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que... Oui. Merci. Ouais, je vais Oh, prendre une dernière question parce que ça oui, nous on va aller permettra sur les d'atterrir dernières à la. questions. Oui. Et celle-ci a été appuyée par nos participants. La CSRD, c'est le grand sujet réglementaire de cette année. On aimerait comprendre comment cette directive impacte un acteur comme Ecovadis, tant dans son référentiel de notation que dans son approche du métier, que pourquoi pas dans l'émergence de nouveaux compétiteurs, parce qu'on va probablement assister à un glissement vers une donnée plus quantitative. Donc voilà, pas mal d'interrogations sur ce que ça peut changer pour vous. Et on pourra demander à Virginie ce qu'elle en pense. Est-ce que pour elle, c'est quelque chose qui est une lourdeur de plus ou c'est je dirais, dans le Alors, fil de ce qu'on a déjà fait? alors, je vais répondre d'abord à la question aussi sur l'ISO 26000. En réalité, l'ISO 26000, les sujets qu'on a dans le ESRS ou CSRD, c'est les mêmes sujets qu'on a dans l'ISO 26000. L'ISO 26000 a défini ce qui était Merci de le dire. Merci les de le dire. critères de responsabilité sociale voilà. Donc, l'ISO 26000 a défini le quoi. Le SRD ou le SRS, désolé, définit un peu le comment.
Et ce comment, c'est vous devez faire une analyse de matérialité, vous devez fixer des objectifs, vous devez mettre en place un plan d'action, vous devez faire du reporting sur un certain nombre de KPI, vous devez être transparent sur votre trajectoire, est-ce que vous progressez, etc. Ce comment, il est très en ligne avec la manière dont on évalue, en fait, parce que ce comment, c'est inspiré de l'EFQM, European Foundation for Quality Management, donc, qui est sur 3 pans, leadership, déploiement, résultat. Nous, c'est exactement la méthode d'évaluation qu'on suit. Quels sont les objectifs de l'entreprise? Quelles sont les actions mises en place? Quels sont les résultats obtenus? Donc, on est assez en ligne avec le cadre conceptuel de la CSRD, le SRS. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nous, le SRS, encore une fois, c'est un standard pour les émetteurs. Donc, c'est pour pouvoir avoir le même type de reporting partout et comparable. Nous, on est un Comparable. Ça, je comprends. utilisateur. On n'est pas là pour faire du reporting, on est là pour prendre une partie de ces données qui vont être publiées Oui, et et de les traiter, de forger, les agréger. de se forger une opinion et de la publier pour que les décideurs puissent en tenir compte. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de s'assurer que toutes les données qu'on demande aux entreprises évaluées sont en ligne avec ce qu'on leur demande dans la CSRD. Parce qu'il est hors de question de commencer à dévier de ce qui devient un standard international. Voilà. Donc, on demandera moins d'informations, ça c'est sûr. On n'a pas besoin d'avoir 1200 data points Exactement. pour produire une opinion. Mais l'idée, c'est que si vous avez déjà été évalué par Ecovadis, vous pourrez réutiliser les données que vous nous avez fournies pour votre reporting CSRD, ou si vous avez déjà fait le reporting CSRD, vous pouvez réutiliser une partie des données pour répondre à l'évaluation Ecovadis. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qui va peut-être se passer, c'est que les données, vous allez les publier sur le Single European Platform. Donc, nous, on ira Déjà. directement se fournir en données sur ces plateformes et ça facilitera votre travail et le nôtre. Alors, effectivement, euh, dernière question d'Arnaud, c'est du coup, ça va aiguiser l'appétit de concurrents en termes de notation. Bon, déjà, c'est très bien. Euh, la concurrence, ça permet de progresser, d'innover. Et donc, en tout cas pour nous, ce qui est très clair, c'est que comme les données seront plus facilement accessibles, qu'elles seront plus facilement comparables, il va falloir qu'on monte en gamme sur la manière dont on constitue et dont on forme nos opinions. Donc aujourd'hui, on a déjà amené du benchmark intelligent sur les scorecards. On va monter en gamme dans la manière dont on publie ces opinions et Est-ce puis, qu'on peut, euh, Sylvain, ce qui va être un facteur différenciant, c'est surtout le benchmark, c'est-à-dire que oui, on va pouvoir comparer, c'est la base de données et le réseau. Et nous, on a un effet réseau et un effet base de données qui est très, très important. par secteur, oui, on va pouvoir classer par secteur comme on le Voilà. fait dans les Et, indices. et déjà, dès aujourd'hui, une entreprise qui a reçu une note EcoVadis peut comparer sa note aux entreprises du même secteur, même taille, même pays, etc., ou dans d'autres Oui, facteurs. Donc, voilà. ça c'est important, c'est la comparabilité qui va être possible et qui va ouvrir à des nouvelles possibilités en termes d'informations transmises. Je voudrais en conclusion demander à Virginie comment elle ressent ce paquet euh, réglementaire. Est-ce qu'encore une fois, il est au fil de ce qu'on a déjà fait depuis 20 ans ou vous le percevez comme une charge un peu plus difficile? Non, moi je suis très positive, donc je vais aller à D'accord. contre-courant de ceux qui sont Très bien. effrayés par la CSRD. Vous l'avez Oui, compris, en tout cas quand on est dans un secteur comme le mien, être capable de mesurer bah oui. la responsabilité du business est absolument primordial et c'est important aussi à un niveau international et c'est vraiment le facteur aussi de durabilité, on va dire, de notre capacité à extraire et à être accepté partout. La CSRD, comme ça vient s'être dit, il faut la regarder comme une relecture des KPI. Une Oui, relecture des KPI, et ce qui va permettre d'ailleurs de reprendre avec ce système de data points, avec la matrice de matérialité, à reprendre ces sujets en se disant, est-ce qu'on a vraiment, enfin, quels sont ceux qui sont absolument clés, quels sont ceux qu'on est capable de vérifier, donc comment on regarde leur solidité. Le deuxième point, c'est qu'elle oblige, là où ça n'était pas le cas, et même là où c'était le cas, elle oblige à travailler sur le fond DRH, direction financière et équipe RSE, pour aller chercher ensemble le pack qui va venir
mesuré et qui va venir finalement accompagner les Oui, objectifs de progrès qu'on va se fixer. Et on sait tous que il n'y a pas de personne n'est parfait et tout le monde est sur un chemin de progrès. Donc en fait, je ne vois que du positif. On n'a pas le temps de parler de la CS3D. Elle pose plus de questions oui, parce que voilà, dans sa ouais, capacité à apprécier compliqué. et elle est complexe. Et si je prends un exemple comme chez nous, elle est complexe aussi parce que je dois jongler entre ma capacité à développer des sous-traitants locaux dans des Mm. pays qui ont une plus ou moins grande maturité et où parfois, de toute façon, bah, le micro, enfin, la capacité à aller chercher des acteurs locaux, elle est extrêmement faible. Et puis cette Oui, profondeur de la chaîne de valeur oui. qui est Bon. très complexe en termes d'appréciation et de responsabilité. Merci. Arnaud, si tu en es d'accord, on peut terminer sur ce message encourageant et stimulant que délivre Virginie et qui est dans le fil aussi de ce que des progrès que nous a expliqué Sylvain. Je vous remercie tous les deux d'avoir joué le jeu, d'avoir vraiment commenté un peu tout ce qui se fait. Donc le chantier est lourd. Le 17 mai, on pourra se retrouver autour du directeur développement durable de Michelin et de Brice Lalonde qui analysera la politique énergétique européenne qu'il suit de très près. Ça sera aussi tout à fait passionnant. Et merci encore à tous les participants qui ont été nombreux et à vous, Virginie et Sylvain, pour ces éclairages. Merci Arnaud, à l'équipe Ecolearn pour la coordination de tout ceci. Et n'hésitez pas donc à nous faire part de vos remarques. On vous transmet le fichier de suivi et le replay pour ceux qui veulent. Et on est à votre disposition pour essayer d'améliorer en permanence ce dialogue qui nous aide à comprendre et à réfléchir sur les tendances dans une démarche de progrès qui nous anime tous. À bientôt, bon week-end, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Merci, merci, au revoir. merci Au à vous, au revoir. revoir.